Eh bien, merci à Ronald de venir coordonner la session et merci de faire l'introduction qui convient. Comme je fais. D'abord, merci à toi. Et puis, mon petit toit m'a dit que tu avais eu une décoration hier. Alors, je crois qu'on peut féliciter le président qui a reçu les insignes d'officier de la Légion d'honneur hier soir. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, il y a un petit moment que je travaille sur le sujet sans savoir que ça s'appelle métaverse. J'étais comme Monsieur Jourdain avec. Donc, ça fait une douzaine d'années, je crois, tu me contrediras, Sylvain, peut-être, que je travaille avec Sylvain Ordureau, ici présent, pour améliorer la prise en charge des malades, des patients avec dysfonction érectile. Mais ça va beaucoup plus loin. J'ai appris de lui qui travaille dans tous les domaines de l'imagerie 3D et de la prise en charge en temps réel de tout ça. Alors, pour sortir du cadre médical, les concepts qu'il a développés vont de ce qu'il fait avec nous au diagnostic, de ce qu'on va vous présenter et qui est opérationnel dès maintenant en chirurgie orthopédique, mais aussi de la numérisation de l'ensemble des pièces du musée d'Orsay et de bien d'autres. Donc il rentre de New York d'ailleurs exprès pour nous aujourd'hui, où il est allé aussi travailler dans ce domaine. Alors, comment on a fait ? Je vais vous présenter dans un premier temps le travail que nous avons fait grâce au métaverse. Hélène Sussman devait vous le présenter, mais elle est en train de faire le cours du DU que tu nous as aidé à monter à la Pitié. Donc, je vais essayer de la remplacer pour vous montrer comment, depuis 12 ans, nous sommes arrivés à avoir une anatomie du pénis, non pas virtuelle, mais réelle, mais qui peut être virtualisée et qui va aider le chirurgien ici présent, qui est maintenant Eric Allaire, maintenant que j'ai raccroché les crampons chirurgicaux, pour avoir des résultats sans cesse améliorés dans la prise en charge de ces patients. Donc voilà. Alors, j'en profite pendant qu'il s'installe pour vous dire que, vous savez, c'est un sujet d'actualité. Même le candidat, président de la République actuel, a proposé de lancer un grand programme sur le métaverse européen pour éviter de se retrouver sous la coupe exclusive des grandes firmes nord-américaines et peut-être chinoises qui vont probablement s'investir dans ce domaine. Donc, Caverno Scanner, on va vous définir ce que c'est. Il a été présenté ici, d'ailleurs, à plusieurs reprises à l'occasion de présentations sur le diagnostic ou la chirurgie dysfonction érectile. J'ai appelé ça dissection virtuelle du pénis des patients avec dysfonction érectile par insuffisance de maintien. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont des patients souvent très jeunes qui, depuis toujours, ont l'incapacité d'avoir une érection correcte et donc il faut étudier avec soin le point. Donc le travail a été fait essentiellement entre les membres de notre équipe, Hélène Sussman, Eric Allaire pour la chirurgie, Pascal Ouette pour la radiologie, Sylvain Ordureau ici présent qui vous montrera tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il apporte, et puis moi-même. Donc, d'où on part ? Churchill disait, si on veut aller de l'avant, il faut regarder loin en arrière. Et donc, je suis revenu au début,
Et en 75-80 sont arrivées les premières tentatives de revascularisation par chirurgie directe. Le chirurgien qui est à gauche, là, Michal, avait essayé d'amener l'artère épigastrique directement dans le corps caverneux, à l'instar de ce qu'on faisait à l'époque dans le myocarde. C'était l'opération de Weinberg, si je me souviens bien. Puis bien sûr, ça ne marchait pas, donc on a essayé de la chirurgie directe. Et il y a eu un chirurgien français, un médecin français, radiologue à Montpellier, qui a développé l'exploration artériographique de la dysfonction érectile. Vous voyez deux clichés, et l'un qui est nettement meilleur, celui qui est en dessous, qui visualise en haut l'artère dorsale, qui visualise déjà un petit peu de corps caverneux et l'artère caverneuse de meilleure santé. Pour obtenir ces meilleures images, eh bien, il créait une érection artificielle, ce qui m'avait beaucoup attiré l'attention. Mais en fait, ce qui était encore plus remarquable, c'est qu'il n'y avait aucune attention posée au mécanisme vaso-occlusif. C'est-à-dire qu'on essayait de faire rentrer du sang dans le pénis, mais on ne se préoccupait pas de savoir s'il y restait. Donc, quand on regardait l'histoire était pourtant prolixe du caractère du mécanisme de blocage veineux indispensable pour obtenir une réaction rigide. Déjà, les anatomistes du 16e, 17e avaient montré ce phénomène. Il y avait eu des tentatives de chirurgie veineuse dès le début du XXe siècle. Dans les années 30, et vous avez un schéma de son intervention, Lowsley a fait des centaines d'interventions pour ralentir la sortie veineuse, mais c'est surtout ce qui a été décisif pour moi dans ma recherche, c'est les travaux, c'est pour ça qu'il y a ce magnifique taureau de reproduction, c'est que les vétérinaires américains avaient trouvé que ça coûtait très cher d'avoir des taureaux impuissants. Et ils avaient donc étudié de très près le système veineux de ces taureaux et montrer qu'il y avait des fuites à l'intérieur donc de ces corps caverneux, ce qui avait attiré l'attention des gens qui voulaient bien s'intéresser au problème. Donc l'érection artificielle, j'ai retrouvé des traces dans les traités de physiologie du 18e et des études sur le cadavre au début du 20e qu'on avait pu consulter. Donc on a créé le concept d'insuffisance de maintien de l'érection dont certains contestent encore la validité en tant que hémodynamique anormale de tissu érectile. Donc il a fallu développer je voudrais revenir en arrière, développer des machines pour ça, pour mesurer la rigidité, pour faire une pompe spéciale qui était guidée, justement, dont le débit était guidé par la rigidité atteinte. Et en salle de radiographie, eh bien, on faisait ces clichés que vous voyez ici. Ici, un cliché normal, historique de l'époque, qui montrait déjà le blocage du système veineux tel qu'il avait été décrit par le Vézal au XVIe siècle. Donc, premier concept, celui-là. Et d'ailleurs, je voudrais à cette occasion rendre hommage à deux amis, Max Dubernard, qui a été avec Jean-Pierre Saramon, qui peut-être nous écoute en visio, a été le premier. Ils ont été les premiers à considérer que ce concept, qu'il paraissait complètement farfelu, était valable et méritait d'être exploré. Donc on a fait de premiers constats. On a établi une gradation grâce à l'érection artificielle. Est-ce que c'était normal? Est-ce que il y avait une atteinte artérielle, une atteinte veineuse ou les deux, atteinte veineuse et artérielle? Et on avait des indications chirurgicales dès les années 80 pour chacune de ces indications. À gauche, je vous mets ceci, c'est la chirurgie
chirurgie balbutiante, débutante des fuites veineuses. Vous voyez donc sur le cliché du milieu de cette cavernographie à l'époque, une fuite qu'on voit très mal, mais qu'on a identifiée et qui a été traitée en dessous et qui a permis le retour d'une chirurgie. Donc c'était le début. Et puis, nos amis américains qui se sont beaucoup intéressés à la question ont mal interprété ce que je disais et ils se sont mis à opérer à tout va des malades qui n'étaient pas forcément des bonnes indications et l'intervention était remise un petit peu à la remorque des indications chirurgicales de la dysfonction érectile. Mais successivement, en 82, 85, puis un peu plus tard en 2007, il y a eu trois révolutions en une. Un, on a été capable de créer une érection en injectant des produits vasoactifs dans la verge. Deux, on a développé une technique d'échographie Doppler extrêmement performante qui permettait de voir le réseau veineux, non seulement le réseau artériel comme c'était déjà fait, mais le réseau veineux. Et est arrivée une technique avec le scanner qui nous permettait de voir de façon extrêmement précise ces maladies veineuses. Donc, quel est l'apport du cavernoscanner ? Eh bien, c'est la systématisation du test pharmacologique et des possibilités du scanner qui ont réuni 3 personnes, donc un radiologue à l'époque, comme avait indiqué Sylvain d'ailleurs lui-même, qui était le pape de du coroscanner dans le monde d'ailleurs, et avec qui j'ai pu mettre au point la technique du cavernoscanner. Moi-même, et puis Sylvain, qui a développé le système Visua, qui nous a aidés. On a abouti à des communications qui ont été présentées ici. Je souligne que toutes nos premières ont toujours été présentées à l'Académie de chirurgie en priorité. Donc, quelle est la technique ? Je vous la détaille pas, on peut la lire. 3 acquisitions millimétrées, c'est-à-dire qu'on fait un passage scanner au remplissage, un passage en érection complète, puis on arrête l'injection du liquide de contraste et on regarde ce qui se passe quand la détumescence veut bien se produire. Donc, ici, alors comment je fais là et après, je clique. Voilà. Et donc, grâce à la technique Visua, vous voyez qu'on peut examiner ce qui n'existait absolument pas, le pénis dans toutes ces situations. Et dans le cas particulier, si je bloque là, voilà, on peut voir qu'il y a une fuite par l'intermédiaire de la veine dorsale profonde qui va irriguer une partie du plexus de Santorini. Malgré l'érection, eh bien, il y a une fuite dans les corps, en dehors des corps caverneux. C'est une fuite qu'on a caractérisée qui s'appelle du groupe B parce que le drainage est uniquement par la voie profonde. Tu peux te servir du pad pour montrer avec ta flèche. Ok. Dans le cas particulier, je ne vous montre pas de vidéo parce que là, l'idée est directement donnée. Vous voyez ici la veine dorsale profonde qui est bloquée à l'entrée comme elle l'est normalement, mais il y a une fuite par un réseau superficiel qui va aller se jeter dans la veine fémorale. Ce sont des groupes de drainage superficiel. Ensuite, on a des groupes de drainage mixte et ici, alors, je ne peux pas, voilà, comment je déclenche? Il faut cliquer sur l'image elle-même avec ta flèche. Voilà. Non. Non. Pardon. Voilà. Et vous voyez ici qu'il y a des fuites par le réseau profond et le réseau superficiel. Et vous voyez qu'on peut tourner autour. Dans ce cas particulier, les vaisseaux ont été colorisés dans une étude qu'a réalisée notre collègue Jean-François Hull avec ses anatomistes. Grâce au cavernoscanner, on peut apprendre
aux jeunes et étudier quelle est l'identité de ces fuites, où elles se produisent, comment elles se produisent. Et grâce à ça, on va faire des progrès considérables, on fait des progrès considérables dans la compréhension des fuites caverno-veineuses. Donc on a eu une première, il y a 10 ans, une première publication dans le Journal of Sexual Medicine, qui est le plus grand journal pour le plus renommé pour les histoires de dysfonction sexuelle, où on caractérisait les patients qui n'avaient pas de fuite, les patients qui avaient une fuite profonde, les patients qui avaient une fuite superficielle et ceux qui avaient les deux. À ce stade, écho-doppler et cavernoscanner sous stimulation pharmacologique, si j'ose cette approximation, étaient devenus des jumeaux numériques inséparables. D'une part, on avait réussi à scorer complètement l'écho-doppler avec un score veineux de 1 à 9, sachant que quand on est à 1, il n'y a pas de fuite, et au-dessus de 1, il y a des fuites d'importance croissante. Et par le cavernoscanner, intuitivement et par l'imagerie, on pouvait étudier l'endroit où étaient ces fuites, indiquer au chirurgien où il devait intervenir. Mais c'était encore quelque chose d'intuitif. Donc, on a essayé d'aller plus loin et on a, grâce à ça, on a pu avoir l'imagerie des 3 stades. Et Sylvain vous en dira un peu plus tout à l'heure. Vous voyez que ça tourne tout seul, mais le chirurgien ou le médecin ou l'opérateur ou le malade lui-même qui peut voir son cavernoscanner peut vérifier les atteintes sur les 3 niveaux, remplissage, complet et vidange de son système. Sylvain vous montrera comment ça fonctionne après. On a aujourd'hui sur la nouvelle plateforme, on a les 3 images à la fois qu'on peut étudier en permanence, que le chirurgien au bloc opératoire, bien sûr, aura pour traiter. Donc, pendant le confinement, comme on s'ennuyait beaucoup, on a décidé de faire une quantification. Moi, j'aime bien les quantifications. Donc, on a donné des scores. Je vous les détaille pas en détail, détaille pas complètement. Au niveau du remplissage, du complet, de la vidange, on a adopté des scores pour la qualité de l'érection, l'opacification éventuelle des corps spongieux, le remplissage des corps caverneux, la veine, etc., etc. Et on arrive à un score. Quand il est inférieur à 10, c'est qu'il n'y a pas de fuite significative et que le chirurgien n'aura pas à intervenir. Il faudra trouver un autre traitement. Donc, mais non seulement on a pu faire ce score, mais en plus on a pu découvrir grâce au cavernoscanner des lésions qui n'étaient pas décrites jusqu'alors. On savait qu'il existait des anomalies de remplissage des corps spongieux, mais on ne savait pas trop pourquoi. Et grâce au cavernoscanner, on a pu identifier, par exemple ici, une fuite dès le remplissage. Vous voyez l'image native, et dès le remplissage, on a une fuite entre le corps caverneux ici et le corps spongieux. Elle est majorée lors du remplissage complet et elle apparaît même dans les clichés de vidange. Donc, on peut exactement mesurer l'endroit où le chirurgien va pouvoir aller pour neutraliser cette fuite anormale. De la même façon, on a découvert des lésions grâce au cavernoscanner qu'on ignorait. On ne comprenait pas que malgré une intervention bien faite, on avait encore des fuites après. Et on s'est rendu compte que dans le fond des corps caverneux, c'est l'image que je vous ai montrée ici, voilà, c'est le fond d'un des corps caverneux, eh bien on a découvert qu'il existait des fuites importantes par anomalie sûrement de drainage ou par l'existence de drainages anormaux à ce niveau. Et comme le docteur Sussman est très curieuse, elle s'est dit on doit pouvoir voir ça à l'exploration Doppler, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pu trouver, produire. Explique.
à l'écho-Doppler l'identique à ça, ce qui nous permet maintenant de les prévoir à l'avance et de savoir et de dire et de rechercher de façon beaucoup plus active les fuites à ce niveau-là, qui sont des fuites extrêmement difficiles à traiter, qu'Éric est en train de s'arracher les cheveux pour essayer de neutraliser, et je crois qu'il est en train de trouver des solutions, ce qui sera remarquable, car n'oubliez jamais que ce sont des jeunes patients, souvent de moins de 30 ans, qui n'ont jamais eu une érection normale. Donc, voilà le score, par exemple, qu'on va trouver à une fuite importante, puisqu'elle est à 24. On corrèle ça à la rigidité de la verge qui est calculée par le patient lui-même lors du test d'érection et lors du cavernoscanner. Donc, vous voyez que grâce à ce travail, et grâce au Covid, eh bien, on a pu montrer que la première quantification, la première publication était insuffisante puisqu'on échappait presque 50% des fuites. Mais grâce à une étude beaucoup plus approfondie du cavernoscanner, on sait maintenant qu'on a associé aux fuites principales que je vous ai montrées très souvent des fuites par les corps spongieux qui convient d'analyser ou par le fond des corps caverneux. Donc le bénéfice de l'écho-Doppler sous stimulation est remarquablement sélectif puisque on n'a que 4,4% de nos cavernoscanners qui ne montrent plus de fuite. Et le cavernoscanner 3D Verse nous permet une visualisation de ces fuites et une amélioration formidable des procédures chirurgicales. Donc le futur de la prise en charge de la dysfonction érectile, et je vais en terminer là, c'est qu'on espère avec 3D Verse d'avoir une plateforme unique pour les dysfonctions érectiles avec un questionnaire standardisé qui existe et qui est déposé, avec les scores d'écho-Doppler, avec l'imagerie, non seulement le cavernoscanner, mais aussi l'angioscanner, avec toutes les autres données qui seront accessibles directement et par les médecins et puis la gestion des traitements bien sûr et par les malades eux-mêmes. Et donc, il me reste à vous remercier, au nom d'Hélène qui n'est pas ici présente, mais qui était présente. Tout ce que je vous ai raconté là est dans un numéro spécial de phlébologie qui est accessible en open access grâce au président qui s'est donné beaucoup de mal pour que ce travail soit publié. Et donc, nous avons maintenant un club d'andrologie, de médecine chirurgie vasculaire andrologique qui siège ici une fois tous les 3 mois. Nous avons un DU à Sorbonne médical à la Pitié et je vous annonce aussi la création d'une fondation de recherche sur l'érection et la sexualité humaine qui sera abritée ou qui est en passe d'être abritée par la fondation de l'Académie de médecine. Voilà, je vous remercie infiniment. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions sur le sujet. Oui, absolument. Absolument. C'est un sujet formidable. L'imagerie que tu nous as présentée est exceptionnelle, vraiment, est très innovante et en plus la compréhension de cette pathologie complexe, on commence à en voir un certain nombre de développements et de conséquences chirurgicales. On a peut-être des questions à poser. Peut-être si Éric, tu répondras aux questions sur ce sujet-là tout à l'heure ou pas? Ou est-ce que c'est d'accord. Parce que en tant que chirurgien vasculaire, moi j'aurais une première question à vous poser à tous les deux. C'est, tu as parlé de la difficulté de la localisation de la fuite veineuse et quelles sont les méthodes aujourd'hui chirurgicales pour aller mettre un clip ou je ne sais quelle technique d'interruption de la fuite vous pouvez utiliser.
Vas-y. Alors, effectivement, il y a les fuites qui sont très facilement accessibles chirurgicalement. Je ne vais pas m'étendre sur ça. C'est vraiment la chirurgie la plus classique, même si elle est extrêmement efficace, surtout lorsque les fuites sont limitées à ces territoires facilement accessibles. Comme l'a dit Ronald, et grâce à cette imagerie tridimensionnelle, qui est une véritable empreinte digitale veineuse du patient, parce que chaque patient est particulier à cet égard, même s'il y a des schémas globaux, eh bien, il y a ces fuites qui sont très, très en profondeur. Actuellement, c'est de l'embolisation, mais qui est très compliquée. On a essayé par voie transpénienne, par voie rétrograde. Donc, c'est un mélange de tout ça qui nous permet d'atteindre, dans un nombre de cas croissant maintenant, ces fuites, particulièrement au fond des corps caverneux. Traité par coils, vous embolisez, que vous faites comment? Alors, les coils... De la colle, de l'étoxysclérol, qui a l'avantage de vraiment diffuser, et puis depuis peu, en effet, des coils, mais alors de manière un petit peu détournée. C'est pas tant l'idée de bloquer certaines fuites, c'est plus de bloquer les voies principales du plexus de Santorini pour que, après l'étoxysclérol qu'on injecte, diffuse dans des zones de haute pression, puisque bloqué, ne pouvant pas progresser vers les hypogastriques, les veines hypogastriques diffusent davantage vers la racine du pénis. L'étoxysclérol, c'est donc le produit qu'on utilise pour scléroser les varices. Tout à fait. Et c'est un produit toxique. Il y a un pourcentage, un volume à respecter. Il y a un volume à respecter, effectivement, mais nous arrivons à être dans les clous pour ces procédures à peu près. Est-ce que l'embolisation à la mousse sclérosante a été envisagée? Non. Alors, de même que d'autres produits d'embolisation. En fait, contrairement à beaucoup d'embolisations, nous sommes dans le sens du courant. En général, en veineux, on embolise à rétro. Là, nous sommes dans le sens du courant. Donc, nous sommes extrêmement préoccupés par les migrations pulmonaires éventuelles. Les embolisations courante du plexus de Santorini, puisque c'est la procédure la plus fréquente utilisée maintenant, sont faites sujet en Trendelenburg et en demandant à l'anesthésiste de bloquer la respiration pendant le temps de prise de l'étoxysclérol. Je crois on déplore un cas d'embolie pulmonaire secondaire, dont le post-opératoire tardif, dont un patient qui était rentré à New York, qui est parti en avion un peu vite, et un autre qui avait une maladie constitutive. Je vois que Jean-Pierre Rosenbaum, qui est ophtalmo, qui va peut-être nous poser une question. Alors, il a tout ça à l'œil, c'est à peu près. Oui, donc c'est Ronald. Oui, ces problèmes justement de diagnostic de fuite veineuse sont-elles à l'origine de la majorité des problèmes rencontrés sur les dysfonctionnements rectiles? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est quel est le résultat de ces thérapeutiques finalement et combien de personnes sont concernées par cette thérapeutique? Alors, première question. Il y a un chiffre très simple. 30% de la population masculine au niveau mondial, et les études épidémiologiques sont claires, ont des difficultés érectiles, croissantes avec l'âge. 30% sont résistantes au traitement par voie orale, en moyenne. C'est peut-être un peu plus, mais disons que c'est pas facile à définir. Et dans ces 30% qui ont des problèmes de résistance aux épidé-E5, on va vous trouver, je parle sous le contrôle tu peux développer l'acronyme des produits les produits les inhibiteurs des phosphodiesérases de type 5. Alors pour pas les nommer, c'est le Viagra, le Cialis, pour les non spécialistes, c'est important de l'expliquer. Bien sûr.
Donc, et sur ces 30%, on va trouver environ 30% de personnes résistantes au traitement qui vont avoir ce syndrome, ou on peut l'appeler comme ça, d'insuffisance de maintien qu'on va explorer à la recherche d'une fuite veineuse. Il est probablement plus important que ça, mais on cherche à identifier des gens qui ont spécifiquement ce problème. Compte tenu de l'excellence, de l'amélioration, pas de l'excellence, l'amélioration des résultats, on pousse de plus en plus les indications sur des terrains sur lesquels on ne les posait pas jusqu'à présent. C'est les patients qui ont des atteintes mixtes artérielles et veineuses et chez qui on va essayer de résoudre le problème veineux parce qu'on sait que le problème artériel, on arrive à le résoudre assez bien par les médicaments. La deuxième question, c'est sur les résultats. Alors là, je vais demander à Eric, qui a présenté ici, je crois d'ailleurs, la dernière de nos séries, je crois sur 70 ou je ne sais plus combien de cas, quels étaient les résultats les plus globaux, disons, pour ne pas retarder. Le temps ne va pas, il y a encore une question. Alors, je dois dire que tout ça a été possible grâce à cette plateforme d'exploration, grâce évidemment à la compréhension physiopathologique. Et dans ce cadre, l'échographie Doppler, l'électromyogramme du pénis aussi, mais c'est pas une imagerie, et puis le cavernoscanner et la possibilité de tourner véritablement autour avant l'intervention pour vraiment identifier les endroits où l'on va agir. Je pense que c'est l'un des facteurs qui a été le plus influent dans les progrès que nous avons pu faire récemment. Donc, nous arrivons, si nous partons d'une population qui à 90% ne peut pas avoir d'érection, même avec les auto-injections les plus puissantes, on arrive à 70% de patients après une première intervention qui peuvent avoir des érections suffisantes pour un rapport sexuel avec pénétration, et une seconde intervention si considérée, 80%. Hubert Joannet, question. Oui, bravo pour la communication et pour l'iconographie. Je voulais poser deux questions sur le cavernoscanner. Quel est le temps médecin et est-ce que c'est pris en charge? Quel est le temps de réalisation? C'est ça, 2 heures, 3 heures? Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Alors, le patient est mis en salle de radio, quelquefois à Turin, quelquefois chez RMX, peu importe. Il est mis dans une petite salle calme et on lui fait l'injection initiale de produit. Le radiologue le prend au bout d'un quart d'heure, où théoriquement l'érection s'est manifestée. Et donc à partir de là, les 3 temps successifs se font en 15 à 20 minutes. Je vois qu'il y a en ligne, parce qu'il y a beaucoup de monde en ligne aujourd'hui, environ une quarantaine de collègues qui suivent. D'abord notre vice-président Pascal Richman, que je salue, François Richard, qui est grand patron de urologie. Peut-être les urologues ont beaucoup à faire avec les problématiques de l'impuissance, des dysfonctions érectiles. Est-ce que tu as des remarques, des choses que tu veux partager sur cette communication, François? Non, ce qui était intéressant d'avoir... Les urologues également, il pourrait peut-être... les urologues peuvent réagir. Il faudrait que tu ouvres ton micro, François. Oui, je l'ai ouvert. C'est bon là, on t'entend. Non, comme ça a été dit, c'est souvent il y a plusieurs causes possibles et qu'il n'y a pas forcément que l'insuffisance de maintien. Mais dans l'insuffisance de maintien, c'est en effet une thérapeutique intéressante sur le plan du diagnostic, parce que la difficulté, c'était de savoir où était la déficience. Et donc, parce que la question que je voulais poser, mais Eric Haller a répondu, c'était le taux de succès grâce au cavernoscanner. Donc, si j'ai bien entendu, c'est 70% des malades. C'est ça. On a pu montrer sur cavernoscanner l'origine de la fuite. Parfait. Pascal, l'urologue de Toulouse. Oui, bonjour à tous. Alors, l'urologue non spécialisé dans ce domaine de l'urologie, qui est de l'andrologie et de la chirurgie andrologique, j'ai été évidemment
très intéressé d'entendre ce rapport de Ronald. Et je le remercie au passage d'avoir cité Jean-Pierre Saramon, dont l'état de santé, malheureusement, ne lui permet pas aujourd'hui d'assister à la séance. J'ai été son élève pendant de nombreuses années. J'ai suivi effectivement les progrès de cette chirurgie. Alors, on a beaucoup parlé de chirurgie veineuse, des fuites veineuses. Comme l'évoquait à l'instant François, il y a d'autres étiologies que bien sûr Ronald connaît bien et qui avaient amené à faire des revascularisations. Alors, c'était le sens de ma question. Alors, c'est une chirurgie que j'ai vu beaucoup pratiquer ici, sous microchirurgie. Est-ce que cette chirurgie est toujours pratiquée? Quels ont été les éléments des progrès de cette chirurgie? Et puis, derrière, une deuxième question qui nous rapproche du sujet général aujourd'hui, du métavers, c'est-à-dire que est-ce que l'on peut utiliser donc ces reconstructions virtuelles pour virtuellement prévoir le résultat d'une chirurgie ou envisager de faire évoluer la technique opératoire? Alors, je vais répondre partiellement. D'abord, merci Pascal. Et je dois dire que pour redonner un hommage et un grand salut à Jean-Pierre Saramon, il a été le premier à suivre et à réaliser les techniques dont je n'ai pas parlé ici ou que j'ai évoqué dans l'histoire. C'est l'artère à laquelle tu fais allusion, c'est l'artérialisation de la veine dorsale profonde de la verge qui avait été présentée ici en premier et beaucoup critiquée par ton maître Jean-Nathalie. Jean-Nathalie, oui. Et donc, à ma connaissance, il y a quelques centres dans le monde qui en font. J'ai essayé d'entraîner Eric à en faire. Il a commencé à en faire. Et je dois dire qu'on a, compte tenu du raffinement du diagnostic actuellement, on ne trouve moins d'indications. Ce d'autant qu'un domaine dont nous n'avons pas parlé du tout aujourd'hui, c'est-à-dire, et qui est très fréquent, c'est l'insuffisance d'apport, c'est-à-dire les causes artérielles, les blocages artériels, et qu'actuellement, grâce au talent d'Éric à aller se promener dans les artères pudendales, on espère avoir des revascularisations directes de l'artère pudendale beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. On vous présentera prochainement une première série à l'étude. Je crois que j'ai répondu. C'est parfait. Parfait. On va pouvoir passer à la prochaine communication en vous remerciant tous. Je vous signale que le document dont Ronald nous a parlé, qui est la revue de la Société française de phlébologie, le numéro spécial, vous pouvez le trouver en faisant revue-phlébologie.org. Et donc, vous avez un livre numérique qui s'ouvre facilement. Vous ouvrez les pages et vous pouvez suivre la revue sur votre smartphone. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert, c'est gratuit et c'est un document qu'a mis au point toute l'équipe de Ronald et d'Hélène et Eric Allaire, etc. Merci.